Le retour à la maison. Chapitre 4. Le jour suivant, nous partîmes pour Réchamps, sans être sûrs d'aller jusque-là, mais décidés à faire l'impossible pour y arriver. Ce fut la journée la plus froide du voyage. Le ciel était d'un gris d'acier, et nous roulions sur la terre dure et gelée à travers le tourbillon d'un vent du nord glacial. L'hiver, les Vosges sont splendides. En été, ce sont de vertes collines aux contours arrondis, mais le vent, en les dénudant, leur rend leur dignité de montagne. Tout le pays paraissait nous appartenir. Les sapins sombres, les ombres bleuissantes, les bois de hêtres qu'on entendait craquer et gémir comme les mâts d'un navire sous la tempête, les rayons d'un soleil de neige perçant les nuages du ciel noir. Nous ne rencontrions pas âme qui vive, sauf les sentinelles gardant les voies ferrées, emmitouflées jusqu'aux yeux, ou sortant la tête un instant de leur hutte de branches au carrefour des routes. De temps en temps, nous croisions une longue file de 75 ou un train d'ambulance militaire. Parfois, un dragon nous dépassait au galop, sous son grand manteau gonflé par le vent. Mais, quant à des gens du pays cheminant pour leur compte, il n'y en avait pas trace. L'absence de toute population civile dans la région de l'Est produit une impression d'isolement et d'abandon qui est augmentée par ce fait que les noms des pays et les distances ont été effacés sur toutes les bornes et les poteaux indicateurs renversés à tous les carrefours. On doit avoir fait cela pour dérouter l'ennemi en septembre, et jamais les poteaux n'ont été relevés. On s'y sent loin et comme perdu. On s'égare à tout instant. Les soldats, cantonnés dans les villages, ne savent que le nom de l'endroit où ils sont, et les soldats en marche ne connaissent guère les régions qu'ils traversent. Nous nous étions égarés plusieurs fois pendant le voyage, mais le dernier jour, nous traversions le pays même de Jean de Réchamps. Il en connaissait tous les recoins. Nous avions quitté la grande route et roulions à travers des champs monotones et des bois interminables, dont les chemins se ressemblaient tous. Il allait toujours de l'avant, disant « Nous n'avons qu'à marcher jusqu'à ce que nous arrivions à un vieux manoir, près d'un cours d'eau. De l'autre côté de la route, il y a un grand moulin. Alors nous tournerons. » Il m'expliqua que des meuniers habitaient le manoir et qu'ils étaient de vieux amis de ses parents. C'était une famille très ancienne du pays, ayant vécu là de génération en génération. Tous de braves gens qui faisaient beaucoup de bien. C'est curieux que je ne vois pas le clocher d'ici. Le village est juste derrière la maison. Est-ce que, diable, je me serais trompé de tournant? Nous marchâmes encore un peu, et, tout à coup, il laissa brusquement caler le moteur. Nous étions à un embranchement de route. À droite, au pied d'un talus, passait un cours d'eau. Autrement, on ne voyait rien qu'un amas informe de pierres. C'était une ruine, la plus désolée des ruines. À gauche, une porte fortifiée se dressait encore, s'ouvrant sur le vide. À droite, la roue d'un moulin détruit restait suspendue sur le ruisseau. Tout le reste était plat comme un tapis de billard. « Est-ce là ce que vous cherchiez à distinguer de là-haut » demandai-je. Et je vis 2 larmes couler le long de ses joues. C'étaient les meilleurs gens du monde. Leur fils unique s'était fait tuer le 1er mois de la guerre, en Champagne. Il avait sauté hors de la voiture et restait là, debout, anéanti, regardant d'un œil hagard ce sol où rien ne s'élevait plus. La maison était là. Il y avait dans la cour un superbe tilleul. Je venais souvent m'asseoir à son ombre,
et boire un verre de vin gris de Lorraine avec ces chers bons vieux. Là-bas, plus loin, où vous voyez ce tas de décombres calcinés, c'était la tombe de leurs enfants. » Il se dirigea vers un autre monceau de décombres, à l'abri d'un pan de mur noirci. Rien d'autre ne restait du cimetière et de l'église. Réchand s'assit sur la pierre d'une tombe. « Si ces scélérats ont fait cela ici, si près de chez nous, dit-il d'une voix altérée, et il se couvrit la figure de ses mains. Une vieille femme vint vers nous. Réchand se leva d'un bond et courut au-devant d'elle. « Hélas, Marie-Jeanne, que faites-vous dans ces ruines ?» La vieille le regarda tranquillement, comme si rien ne pouvait plus la surprendre. Elle dit simplement « Ils n'ont pas touché à ma maison. Cela me fait plaisir de voir monsieur. » Nous la suivîmes jusqu'à la seule maison restée debout au milieu de ce sinistre chaos de pierre. Une chaumière adossée à une étable, mais ayant un certain air d'aisance rustique. Il y avait des rideaux à la fenêtre. Un chat dormait sur le seuil. Réchand me saisit le bras et me montra le panneau de la porte. J'y lus « Oberst von Scharlach » écrit à la craie. Il pâlit et dit à la vieille « Sans doute les officiers étaient logés ici. C'est pourquoi votre maison a été épargnée ?» Elle fit signe que oui. « On peut dire que j'ai eu de la chance. Mais ces messieurs vont bien entrer et manger un morceau. » Le doigt de Réchand restait posé sur le nom fatal. « Et celui-là, c'était leur chef ?»« Ça se peut bien. Alors, c'est le nom de quelqu'un ?» Évidemment, elle ne s'était jamais demandé ce que pouvait signifier ce griffonnage qui l'avait sauvée. Réchand insista. « Vous vous souvenez de lui? De leur capitaine? S'appelait-il Scharlach? »« Ouais, c'est bien ça son nom. Sainte Vierge, je l'ai assez souvent entendu. » De quoi avait-il l'air? Comment était-il? Grand et blond? Mais ils le sont tous. Avait-il quelque chose de particulier? Rappelez-vous bien. Elle sembla réfléchir, puis répondit. Celui-là n'était pas blond. Il était très brun. Et puis, là, à gauche, il avait une couture dans la joue qui remontait le coin de sa bouche. C'est cela, c'est bien lui. J'ai entendu les hommes le décrire à Moulins. Nous suivîmes la paysanne dans sa maison, et tout en nous servant du pain et du vin, elle nous raconta comment le village et le moulin avaient été saccagés. C'était l'un des récits les plus effroyables que j'eusse encore entendus. Massacres, viols, tortures, le programme de Scharlach y était au grand complet. Elle termina en disant « Son ordonnance m'a montré une flûte montée en argent et une boîte de peinture avec une monture d'argent aussi. Il dit comme ça que le capitaine les emporte partout avec lui. Même avant de partir, il s'est assis ici sur le pas de la porte et il a tiré les ruines en portrait. » Peu de temps après avoir quitté ce coin de désolation, nous atteignîmes les secondes lignes. Et là, les complications commencèrent. Il fallut parlementer beaucoup pour passer outre. Mais ce que Réchand venait de voir l'avait rendu éloquent. Heureusement, aussi, le médecin de l'ambulance, un excellent garçon, manquait de sérum antitétanique, et justement, il m'en restait un peu. En l'accompagnant à la hutte de branchage où il cachait ses blessés, je lui expliquai le cas de Réchand et le suppliai de nous laisser passer. Il fut décidé que nous laisserions l'automobile d'ambulance où nous étions, les autos étant absolument interdites entre les lignes, et que nous ferions en voiture les 10 kilomètres qui nous séparaient de Réchand. Un sergent découvrit dans un hangar de ferme une carriole à 2 roues. On y attela un cheval au poil épais, et on décida une vieille femme revêche et édentée à nous conduire. Nous partîmes par un sentier qui contournait la forêt. Ni le cheval, ni la vieille n'étaient pressés,
car il y avait des bouts de route encore fréquemment visités par les obus, et il était de l'intérêt de tous de ne pas les traverser au trop grand jour. La surexcitation de Jean de Réchamp semblait tomber. Immobile et muet, il regardait fixement devant lui. Moi non plus, je n'étais guère en veine de parler. Le docteur avait laissé échapper un mot qui ne cessait de hanter mon esprit. « Peur des bombes, cette pauvre vieille ? Non pas, avait-il dit, au départ de notre étrange équipage. Elle n'y fait pas plus attention qu'aux flocons de neige qui tombent. Tout lui est égal, excepté de jouer un tour aux Allemands. Et c'est comme cela partout où Charlard est passé. Vous n'êtes pas sans avoir déjà entendu ce nom. » La vieille avait un fils unique, un pauvre arriéré. C'était l'innocent du village. Il s'est amusé à les viser avec un manche à balai. Eux l'ont saisi et brûlé vif. Oh, vous pouvez être bien tranquille, elle trouvera moyen de vous mener à Réchamp. Partout où Charlard est passé. Ainsi, il avait été aussi près que cela de Réchamp. Jean le savait-il ? Était-ce ce qui le rendait muet comme une statue de pierre ? Nous avancions sous les arbres dénudés. Chaque cahot de la route secouait en même temps les flancs hirsutes du cheval et le dos voûté de la vieille femme. Elle n'avait pas encore dit un mot, ni tourné vers nous son vieux visage. « Ce n'est pas le bruit que nous faisons qui pourra nous trahir, » dis-je enfin. Alors seulement la vieille se retourna en montrant quelque chose avec le bâton d'osier qui lui servait de fouet. Au tournant, apparut devant nous un monceau de ruines, la carcasse d'un grand château et de ses communs. « L'Hermont » s'écria Réchamp. Il fit le geste de se lever, puis retomba sur la banquette en murmurant « À quoi bon ?» Il se pencha en avant et toucha le bras de la vieille. « Je ne savais pas. Quand est-ce arrivé ? » ?»« En septembre. »« C'est eux qui ont fait cela ? » ?»« Oui, on y avait mis nos blessés. C'est partout comme ça dans notre pays. » Je vis Jean s'armer de tout son courage avant de poser la question qui suivit. « Et Réchamp ? Réchamp aussi ?» Elle était retombée dans son indifférence. « Je n'ai jamais été aussi loin que Réchamp. Mais vous devez avoir vu des gens qui y ont été. Voyons, sapristi, vous devez savoir. » « On dit, comme ça, que les maîtres y sont encore. C'est donc qu'il doit en rester quelque chose. » Elle réfléchit. « Et puis, peut-être bien qu'ils sont dans les caves. » Et nous continuâmes, silencieusement cahotés dans la nuit qui tombait. Edith Wharton, Le retour à la maison. Chapitre 5. « Voilà le clocher !» s'écria Réchamp. Je ne voyais rien dans l'obscurité, mais lui, j'en suis sûr, l'eût deviné à travers les ténèbres de la nuit la plus sombre. Il sauta de la carriole et saisit le cheval par la bride. Je distinguai les pignons des maisons, puis je découvris le clocher au bout de la longue rue que Jean nous faisait suivre. Toutes les lumières étaient éteintes. Seule, la neige épaisse éclairait tout d'un pâle reflet. Le village semblait aussi calme et aussi intact que si la guerre n'eût jamais passé par là. En arrivant sur la grande place, au bout de la rue, Réchamp arrêta le cheval. « L'orme ! Le cher vieil orme devant l'église !» cria-t-il avec une voix d'enfant.
Il revint vers moi en courant, prit mes 2 mains et me dit « C'était donc bien vrai. Rien n'a été touché. » La vieille femme demanda « Est-ce que c'est ça, Réchant ?» Il reprit le cheval par la bride et longea un mur de parc jusqu'à une grande grille devant laquelle il s'arrêta. Elle était fermée. Aucune lumière ne filtrait à travers les volets de la maison du gardien. Réchant, après avoir écouté pendant un instant, siffla 2 fois. À ce signal, la porte de la maison s'ouvrit, et un vieux bonhomme risqua un regard. Alors, vous pouvez vous imaginer la scène. Retour du jeune seigneur, émotion du vieux serviteur, larmes, embrassades et tout le reste. Je sais que vous affectez un certain mépris pour le genre cinéma, et ceci était du meilleur cinéma, y compris le trémolo, etc. Il y a des films dont la guerre nous aura appris à ne pas rire. Nous nous empilâmes de nouveau dans notre charrette. La nuit était si noire que je pus à peine distinguer la longue avenue qui menait à la maison. La porte nous fut ouverte par un autre vieux serviteur, abritant une bougie de sa main. Nous étions dans l'antichambre. Plusieurs portes s'ouvrirent encore. Nouvelle scène de cinéma. Grand vieux salon, tableau de famille, groupe patriarcal auprès du feu. Tous ces gens crurent évidemment que le domestique ouvrait la porte pour annoncer le dîner, et personne ne tourna la tête à notre approche. Je les voyais tous, par-dessus l'épaule de Jean. Une dame à cheveux gris, tricotant péniblement, avec des mains raidies par les rhumatismes, un vieux monsieur au nez courbé et au menton sans énergie, assis dans un fauteuil sculpté, plus portrait lui-même que tous les portraits pendus au mur, une jolie jeune fille accroupie à ses pieds, caressant la tête d'un chien, enfin une autre jeune fille, avec une croix rouge sur sa manche, assise auprès de la table. Elle faisait la lecture d'une voix grave, un peu voilée. Elle ferma son livre en disant « C'est le dîner !» Levant alors les yeux, elle vit Jean. Sa belle figure sombre resta calme, mais elle lui fit un signe de la main comme pour l'avertir. Il comprit et poussa le domestique devant lui. « Madame la comtesse, il y a quelqu'un dehors qui voudrait parler à mademoiselle. » La jeune fille brune se leva vivement et courut dans l'antichambre. Je me demandais, est-ce pour la voir à elle toute seule, avant les autres? Ou a-t-elle peur, pour ses parents, de la surprise trop brusque? Je me sentais de trop, mais sans même me regarder, elle alla droit à Jean et se jeta à son cou. J'étais derrière lui, je pouvais voir les mains nerveuses qui l'enlaçaient passionnément. Pour ces deux-là, il n'y avait pas de doute. Ils s'aimaient aussi follement qu'au premier jour. L'instant d'après, elle m'aperçut et posa sur moi, comme pour me déchiffrer et me pénétrer, les plus beaux yeux, peut-être, que j'eusse jamais vus. Je ne parle ici que du regard lui-même, chaud et résolu, plein de promesses et de profondeur. Réchant lui dit qui j'étais. Elle m'accueillit comme un ami et me remercia avec simplicité. Puis elle retourna préparer les parents Réchant, comme on dit dans les mélodrames, et nous la suivîmes quelques instants après. Je fus aussitôt frappé de voir combien ces gens d'aspect si insignifiant savaient tout de suite se dominer et trouver le beau geste. Ils avaient la ligne. La mère déposa son tricot sur la table, il ne lui échappa pas des mains, et attendit son fils les bras tendus. Elle trouva même moyen, pendant qu'elle le tenait embrassé, de me donner ma part de bienvenue. Comment dirais-je? Je n'eus pas un instant le sentiment que j'étais un étranger. Je suppose que cela fait partie de ce que vous appelez la distinction, ce don instinctif d'avoir toujours l'attitude qu'il faut, même dans les circonstances les plus imprévues. Je ne cessais de regarder avec étonnement ce vieux salon si paisible, où tout respirait le calme, les portraits souriant dans leur cadre,
et aux portes les figures des serviteurs rayonnantes de joie. Je n'y pouvais croire, après avoir vu quelques heures auparavant de telles scènes de carnage et de dévastation. Jean eut évidemment la même pensée, car il laissa tomber la main de sa sœur et regarda autour de lui. « Donc, rien n'a été touché? Rien? Je ne me l'explique pas, » murmura-t-il. M. de Réchamp se leva avec solennité, prit la main d'Yvonne et la porta à ses lèvres. « Rien n'a été touché, grâce à cet enfant. » Madame de Réchamp regardait son fils à travers ses larmes de tendresse. « Oui, certes, c'est à Yvonne que nous devons tout. »« Tout, tout. Grand-maman vous racontera, » ajouta Simone. Mais Yvonne arrêta ce flot d'éloges en disant à son fiancé, avec un rire un peu impatient, « Et votre grand-mère, il faut monter la voir. » Quel type étonnant que cette grand-mère! On me mena chez elle après le dîner. Sa chambre avait gardé ses anciennes boiseries simples, et la vieille dame était assise, toute droite, dans un fauteuil à oreilles, près d'une table à ouvrage avec une bougie sous un abat-jour vert. Elle était encore plus ridée et plus vieille qu'elle ne m'avait paru sur sa photographie, et me sembla n'avoir jamais dû être jolie. Mais sa figure me plut tant que je n'y songeais pas. Je ne saurais dire à quoi elle me fit penser. Peut-être à un bouquet de verveine conservé longtemps dans un coffret de bois de santal. Sans doute, pour elle, ce que vous appelez la bonne société avait été le coffret de bois de santal. On appela Jean et ses parents en bas pour voir le curé, qui était accouru au château à la nouvelle de l'arrivée du jeune homme, et la vieille dame me pria de rester à bavarder avec elle. Elle me raconta leurs aventures d'un ton calme et détaché. Sa dignité avait surtout souffert d'avoir été obligée de descendre dans la cave, et pour éviter les obus français, s'il vous plaît. C'est à n'y pas croire. Les Allemands ont eu le bon goût de ne pas nous bombarder. Il y avait si peu de rancune dans son récit que mon étonnement et ma curiosité me poussèrent à faire allusion à l'horreur d'avoir eu l'ennemi sous son toit. « Oh, répondit-elle, je pourrais presque dire que je ne l'ai pas vu. Je ne descends plus jamais, et ils ne m'ont pas fait l'honneur de franchir ma porte. Un regard leur a suffi. Une grand-mère comme moi. » Et une lueur rapide de coquetterie éclaira son vieux visage. « Mais ils ont fouillé le château, sûrement. »« Oh, une simple formalité. Ils se sont très bien conduits, » répondit-elle vivement. « Au premier moment, nous avons craint qu'il ne fût difficile de faire partir mon fils et mon petit-fils. Mais mademoiselle Malot a su tout arranger. On les a fait disparaître pendant le dîner des officiers. » Elle me regarda avec ce sourire mutin qui donne un charme espiègle à certains pastels Louis XV de vieilles femmes. « Après tout, il y a du bon dans le nouveau système d'éducation des jeunes filles. Ma pauvre belle-fille, à l'âge d'Yvonne, était un bébé dans ses langes. Elle l'est encore quelquefois. Le couvent ne développe pas la personnalité. Heureusement, Yvonne n'a pas été élevée au couvent. » Ce champion des traditions d'autrefois me regarda avec une malice narquoise. Peu à peu, elle me décrivit l'arrivée des Allemands. D'abord, la horde des fugitifs affolés venant des villages au nord de Réchamp, la canonnade dont le bruit sinistre se rapprochait de jour en jour. Puis, un beau matin, après un calme qui avait paru rassurant, la soudaine apparition d'un casque à pointe. Au bout de l'avenue, une douzaine d'autres casques se montrèrent bientôt à sa suite. Presque tous des officiers. En un clin d'œil, Réchamp en fut rempli. C'était, dans la cour, un va-et-vient d'automobiles, des bottes de foin en masse, des fusils en faisceau, une foule d'artilleurs dételant et pansant leurs chevaux. Tous avaient chaud et soif,
et quel ne fut pas l'étonnement de madame de Réchamp en voyant ses serviteurs leur verser du vin et du cidre. « Ou du moins, c'est ce qu'on m'a raconté, dit-elle en se reprenant, car je n'ai pas l'habitude de regarder ce qui se passe par la fenêtre. J'étais restée assise ici, dans mon fauteuil, et j'attendais. » Et tandis qu'elle parlait, ce fauteuil prenait une majesté de chaise curule. En bas, paraît-il, mademoiselle Malot n'avait pas perdu de temps. Ce n'est pas elle qui serait restée assise à attendre dans un fauteuil. Surprise par l'arrivée des ennemis pendant qu'elle était au jardin avec Simone, elle avait tranquillement ramené celle-ci à la maison pour recevoir les officiers sur le perron. L'officier qui commandait, capitaine ou commandant, était de fort mauvaise humeur, jurant et tempêtant, menaçant et parlant d'espions cachés. La chaleur était accablante. Peut-être s'était-il trop rafraîchi. En tout cas, mademoiselle Malot avait su comment s'y prendre. Quand il rentra avec les autres officiers, ils trouvèrent la table servie. Des boissons fraîches, des cigares, des fruits et du café glacé les attendaient dans la salle à manger. Elle sut même se souvenir que les Allemands aimaient la crème fouettée dans leur café. Les fées avaient tenu du miracle. Le capitaine, comment donc s'appelait-il? Oui, Chabrac, le capitaine Chabrac l'avait particulièrement complimenté sur les cigares et la crème fouettée. Puis il l'interrogea sur les autres membres de la famille, et mademoiselle Malot lui répondit qu'il n'y en avait que deux vieilles femmes. À ces mots, il fit la grimace et dit qu'il désirait quand même les voir. Elle répondit: « L'une est la châtelaine, la comtesse de Réchamp. Elle est au lit, malade. Et l'autre est sa belle-mère. Elle est très âgée et ne quitte jamais sa chambre. » « Mais n'y a-t-il pas d'homme dans la famille ?»« Si fait, deux. Le comte de Réchamp et son fils. »« Et où sont-ils ?»« En Angleterre. Monsieur de Réchamp est parti en voyage avec son fils il y a plus d'un mois. On m'a dit aujourd'hui qu'ils étaient ici. Vous pouvez vous en assurer vous-même, en faisant faire une perquisition dans le château. »« Merci, dit-il en riant. Cette idée m'était déjà venue. » Elle rit aussi et, s'asseyant au piano, joua quelques mesures. Le capitaine Chabrac, qui allait sortir du salon, revint sur ses pas. La grand-mère tenait tous ces détails de Simone. « Il paraît qu'il y en a parmi ces brutes qui aiment la musique, » reprit la vieille dame. Le capitaine était de ceux-là. À ce moment-là, des soldats arrivèrent dans la cour, apportant un de leurs camarades blessé. On sut, dans la suite, qu'il s'était blessé en essayant d'escalader un mur pour voler des fruits. Mais, à la vue du sang, les Allemands avaient, comme d'habitude, affirmé à grands cris que des civils avaient tiré sur eux. Avec un fracas de sabre, un lieutenant entra dans le salon. Mademoiselle Malot jouait du Stravinsky. La grand-mère s'arrêta de nouveau pour ménager ses effets. Elle me trouva, je crois, bon public. Eh bien, le croiriez-vous? Il paraîtrait qu'elle regarda tranquillement l'heure à son bracelet-montre en disant « Ces messieurs s'habillent-ils pour dîner? Moi je vais monter changer de robe. Nous aurions pourtant encore le temps de jouer un peu de Moussorski. Mon Dieu, quels noms impossibles ont ces musiciens d'à présent. Vous pourriez faire taire tous ces gens-là dehors, on ne s'entend pas. » Notre capitaine la regarda encore, rit et donna un ordre qui renvoya le lieutenant. Puis il s'assit à côté d'elle au piano. Jugez de ma stupeur, mon cher monsieur. Le salon est juste au-dessous de ma chambre, et je crus rêver en entendant le son de deux voix qui montaient vers moi. Ma foi, je vous avouerai que la voix du capitaine me sembla de beaucoup la plus belle. Il est vrai que j'ai toujours raffolé des barytons. Elle croisa ses mains ridées sous les dentelles de son fichu. Dans la suite, les Allemands se comportèrent très bien, très bien. Ils restèrent 2 jours, et nous n'eûmes jamais à nous en plaindre. Puis des ordres arrivèrent qui les envoyaient plus loin.
Quelle chance nous avons eue de tomber sur un homme du monde comme ce Chabraque !» « Oui, madame, certes, beaucoup de chance. Mais comme c'est curieux qu'il eût un nom français. Très étrange. C'est sans doute ce qui explique ses bonnes manières, » répondit-elle paisiblement. Et je restais émerveillé et confondu de l'heureuse indifférence de la vieillesse. Le retour à la maison. Chapitre 4. Le jour suivant, nous partîmes pour Réchamps, sans être sûrs d'aller jusque-là, mais décidés à faire l'impossible pour y arriver. Ce fut la journée la plus froide du voyage. Le ciel était d'un gris d'acier, et nous roulions sur la terre dure et gelée à travers le tourbillon d'un vent du nord glacial. L'hiver, les Vosges sont splendides. En été, ce sont de vertes collines aux contours arrondis, mais le vent, en les dénudant, leur rend leur dignité de montagne. Tout le pays paraissait nous appartenir. Les sapins sombres, les ombres bleuissantes, les bois de hêtres qu'on entendait craquer et gémir comme les mâts d'un navire sous la tempête, les rayons d'un soleil de neige perçant les nuages du ciel noir. Nous ne rencontrions pas âme qui vive, sauf les sentinelles gardant les voies ferrées, emmitouflées jusqu'aux yeux, ou sortant la tête un instant de leur hutte de branches au carrefour des routes. De temps en temps, nous croisions une longue file de 75 ou un train d'ambulance militaire. Parfois, un dragon nous dépassait au galop, sous son grand manteau gonflé par le vent. Mais, quant à des gens du pays cheminant pour leur compte, il n'y en avait pas trace. L'absence de toute population civile dans la région de l'Est produit une impression d'isolement et d'abandon qui est augmentée par ce fait que les noms des pays et les distances ont été effacés sur toutes les bornes, et les poteaux indicateurs renversés à tous les carrefours. On doit avoir fait cela pour dérouter l'ennemi en septembre, et jamais les poteaux n'ont été relevés. On s'y sent loin et comme perdu. On s'égare à tout instant. Les soldats, cantonnés dans les villages, ne savent que le nom de l'endroit où ils sont, et les soldats en marche ne connaissent guère les régions qu'ils traversent. Nous nous étions égarés plusieurs fois pendant le voyage, mais le dernier jour, nous traversions le pays même de Jean de Réchamps. Il en connaissait tous les recoins. Nous avions quitté la grande route et roulions à travers des champs monotones et des bois interminables, dont les chemins se ressemblaient tous. Il allait toujours de l'avant, disant « Nous n'avons qu'à marcher jusqu'à ce que nous arrivions à un vieux manoir, près d'un cours d'eau. De l'autre côté de la route, il y a un grand moulin. Alors nous tournerons. » Il m'expliqua que des meuniers habitaient le manoir et qu'ils étaient de vieux amis de ses parents. C'était une famille très ancienne du pays, ayant vécu là de génération en génération. Tous de braves gens qui faisaient beaucoup de bien. C'est curieux que je ne vois pas le clocher d'ici. Le village est juste derrière la maison. Est-ce que, diable, je me serais trompé de tournant ? Nous marchâmes encore un peu, et, tout à coup, il laissa brusquement caler le moteur. Nous étions à un embranchement de route. À droite, au pied d'un talus, passait un cours d'eau. Autrement,
on ne voyait rien qu'un amas informe de pierres. C'était une ruine, la plus désolée des ruines. À gauche, une porte fortifiée se dressait encore, s'ouvrant sur le vide. À droite, la roue d'un moulin détruit restait suspendue sur le ruisseau. Tout le reste était plat comme un tapis de billard. « Est-ce là ce que vous cherchiez à distinguer de là-haut » demandai-je. Et je vis 2 larmes couler le long de ses joues. C'étaient les meilleurs gens du monde. Leur fils unique s'était fait tuer le 1er mois de la guerre, en Champagne. Il avait sauté hors de la voiture et restait là, debout, anéanti, regardant d'un œil hagard ce sol où rien ne s'élevait plus. La maison était là. Il y avait dans la cour un superbe tilleul. Je venais souvent m'asseoir à son ombre et boire un verre de vin gris de Lorraine avec ces chers bons vieux. Là-bas, plus loin, où vous voyez ce tas de décombres calcinés, c'était la tombe de leurs enfants. Il se dirigea vers un autre monceau de décombres, à l'abri d'un pan de mur noirci. Rien d'autre ne restait du cimetière et de l'église. Réchand s'assit sur la pierre d'une tombe. « Si ces scélérats ont fait cela ici, si près de chez nous, dit-il d'une voix altérée, et il se couvrit la figure de ses mains. Une vieille femme vint vers nous. Réchand se leva d'un bond et courut au-devant d'elle. « Hélas, Marie-Jeanne, que faites-vous dans ces ruines ?» La vieille le regarda tranquillement, comme si rien ne pouvait plus la surprendre. Elle dit simplement « Ils n'ont pas touché à ma maison. Cela me fait plaisir de voir monsieur. » Nous la suivîmes jusqu'à la seule maison restée debout au milieu de ce sinistre chaos de pierre. Une chaumière adossée à une étable, mais ayant un certain air d'aisance rustique. Il y avait des rideaux à la fenêtre. Un chat dormait sur le seuil. Réchand me saisit le bras et me montra le panneau de la porte. J'y lus « Oberst von Scharlach » écrit à la craie. Il pâlit et dit à la vieille « Sans doute les officiers étaient logés ici. C'est pourquoi votre maison a été épargnée ?» Elle fit signe que oui. « On peut dire que j'ai eu de la chance. Mais ces messieurs vont bien entrer et manger un morceau. » Le doigt de Réchand restait posé sur le nom fatal. « Et celui-là, c'était leur chef ?»« Ça se peut bien. Alors, c'est le nom de quelqu'un ?» Évidemment, elle ne s'était jamais demandé ce que pouvait signifier ce griffonnage qui l'avait sauvée. Réchand insista. « Vous vous souvenez de lui? De leur capitaine? S'appelait-il Scharlach? »« Ouais, c'est bien ça son nom. Sainte Vierge, je l'ai assez souvent entendu. De quoi avait-il l'air? Comment était-il? Grand et blond? Mais ils le sont tous. Avait-il quelque chose de particulier? Rappelez-vous bien. » Elle sembla réfléchir, puis répondit. « Celui-là n'était pas blond. Il était très brun. Et puis, là, à gauche, il avait une couture dans la joue qui remontait le coin de sa bouche. C'est cela, c'est bien lui. J'ai entendu les hommes le décrire à Moulins. » Nous suivîmes la paysanne dans sa maison, et tout en nous servant du pain et du vin, elle nous raconta comment le village et le moulin avaient été saccagés. C'était l'un des récits les plus effroyables que j'eusse encore entendus. Massacres, viols, tortures, le programme de Scharlach y était au grand complet. Elle termina en disant « Son ordonnance m'a montré une flûte montée en argent et une boîte de peinture avec une monture d'argent aussi. Il dit comme ça que le capitaine les emporte partout avec lui. Même avant de partir, il s'est assis ici sur le pas de la porte et il a tiré les ruines en portrait. » Peu de temps après avoir quitté ce coin de désolation, nous atteignîmes les secondes lignes. Et là, les complications commencèrent. Il fallut parlementer beaucoup pour passer outre.
mais ce que Réchamp venait de voir l'avait rendu éloquent. Heureusement aussi, le médecin de l'ambulance, un excellent garçon, manquait de sérum antitétanique, et justement, il m'en restait un peu. En l'accompagnant à la hutte de branchage où il cachait ses blessés, je lui expliquai le cas de Réchamp et le suppliai de nous laisser passer. Il fut décidé que nous laisserions l'automobile d'ambulance où nous étions, les autos étant absolument interdites entre les lignes, et que nous ferions en voiture les 10 kilomètres qui nous séparaient de Réchamp. Un sergent découvrit dans un hangar de ferme une carriole à 2 roues. On y attela un cheval au poil épais, et on décida une vieille femme revêche et édentée à nous conduire. Nous partîmes par un sentier qui contournait la forêt. Ni le cheval, ni la vieille n'étaient pressés, car il y avait des bouts de route encore fréquemment visités par les obus, et il était de l'intérêt de tous de ne pas les traverser au trop grand jour. La surexcitation de Jean de Réchamp semblait tomber. Immobile et muet, il regardait fixement devant lui. Moi non plus, je n'étais guère en veine de parler. Le docteur avait laissé échapper un mot qui ne cessait de hanter mon esprit. « Peur des bombes, cette pauvre vieille ? Non pas, avait-il dit, au départ de notre étrange équipage. Elle n'y fait pas plus attention qu'aux flocons de neige qui tombent. Tout lui est égal, excepté de jouer un tour aux Allemands. Et c'est comme cela partout où Charlard est passé. Vous n'êtes pas sans avoir déjà entendu ce nom. » La vieille avait un fils unique, un pauvre arriéré. C'était l'innocent du village. Il s'est amusé à les viser avec un manche à balai. Eux l'ont saisi et brûlé vif. Oh, vous pouvez être bien tranquille, elle trouvera moyen de vous mener à Réchamp. Partout où Charlard est passé. Ainsi, il avait été aussi près que cela de Réchamp. Jean le savait-il ? Était-ce ce qui le rendait muet comme une statue de pierre ? Nous avancions sous les arbres dénudés. Chaque cahot de la route secouait en même temps les flancs hirsutes du cheval et le dos voûté de la vieille femme. Elle n'avait pas encore dit un mot, ni tourné vers nous son vieux visage. « Ce n'est pas le bruit que nous faisons qui pourra nous trahir, » dis-je enfin. Alors seulement la vieille se retourna en montrant quelque chose avec le bâton d'osier qui lui servait de fouet. Au tournant, apparut devant nous un monceau de ruines, la carcasse d'un grand château et de ses communs. « L'Hermont » s'écria Réchamp. Il fit le geste de se lever, puis retomba sur la banquette en murmurant « À quoi bon ?» Il se pencha en avant et toucha le bras de la vieille. « Je ne savais pas. Quand est-ce arrivé ?»« En septembre. »« C'est eux qui ont fait cela ?»« Oui, on y avait mis nos blessés. C'est partout comme ça dans notre pays. » Je vis Jean s'armer de tout son courage avant de poser la question qui suivit. « Et Réchamp ? Réchamp aussi ?» Elle était retombée dans son indifférence. « Je n'ai jamais été aussi loin que Réchamp. Mais vous devez avoir vu des gens qui y ont été. Voyons, sapristi, vous devez savoir. » « On dit, comme ça, que les maîtres y sont encore. C'est donc qu'il doit en rester quelque chose. » Elle réfléchit. « Et puis, peut-être bien qu'ils sont dans les caves. » Et nous continuâmes, silencieusement cahotés dans la nuit qui tombait. Le retour à la maison. Chapitre 6.
Le lendemain matin, à la première heure, Jean de Réchamp pénétra dans ma chambre. Le changement qui s'était fait en lui me frappa. Il n'était plus animé comme la veille. Il semblait nerveux et hésitant. Je devinais le but de sa visite. Il venait me demander de retarder notre départ de 24 heures. Strictement, nous aurions dû partir ce matin-là. Mais il y avait eu une affaire assez vive, à quelques kilomètres de Réchamp, et on avait apporté au château 2 pauvres diables sérieusement blessés. On ne pouvait songer à les faire voyager le jour même. Toutefois, il était urgent de les porter dès le lendemain à un hôpital. « C'est un cas de force majeure. Il faut que nous restions jusqu'à demain. »« Vous avez de la chance, » lui dis-je en riant. Il rit aussi, mais en fronçant le sourcil, et je crus que j'avais eu tort de parler légèrement d'un retard dont la cause était si triste. « Ils s'en tireront tous les deux, soyez-en sûr, mon bon Réchamp. Cela regarde mademoiselle Malot. » Son front resta sombre. Il s'approcha de la fenêtre et tambourina sur le carreau. « Voyez-vous ce pan de mur écroulé là-bas, derrière les arbres ?» dit-il. « C'est tout ce qu'ils ont fait ici. Quand on pense à Lermont, c'est à ne pas croire. Mais n'est-ce pas comme cela partout? Tout ne dépend-il pas de l'officier qui commande? Oui, sans doute. Je n'ai pas encore eu le temps d'avoir un récit complet de tout ce qui est arrivé. Ils parlaient tous à la fois. Mademoiselle Malot est la seule qui puisse me dire exactement. » Il tournait autour de moi, assez embarrassé. « Écoutez, c'est absurde de vous demander cela, mais je vous en supplie, tâchez de me ménager 1 heure de tête-à-tête avec elle. Voulez-vous » Sa demande m'étonna. Il continua en riant à moitié. « Vous voyez, ils sont tous là autour de moi, mon père, ma mère, Simone, le curé, les domestiques. Tout à l'heure, le village entier sera ici. Ils me mangent des yeux, à qui mieux. C'est assez naturel, les pauvres. Voilà tant de mois qu'ils vivent ici, isolés, séparés de tout le reste du monde. Mais il n'en est pas moins vrai qu'ils ne m'ont pas laissé dire 2 mots à ma fiancée. Eh bien, j'arrangerai cela. » Il sourit, un peu soulagé, et me quitta pour assister à une messe d'action de grâce que le curé allait célébrer dans la chapelle du château. « Mes parents l'ont désiré, » m'expliqua-t-il. « Après la messe, tout le village nous accaparera. Mais plus tard, soyez tranquille, je vous donnerai une occasion, je vous le promets. » Certainement, mademoiselle Malot était moins belle au grand jour que le soir, aux lumières. Ce fut ma première pensée, en la voyant, vers la fin de la journée, venir vers moi sous les tilleuls de l'avenue. Jean était encore dans le château, occupé avec ses parents à recevoir les paysans. Je me demandais même pourquoi sa fiancée n'y était pas avec lui. En somme, sa place semblait être là-bas, à ses côtés, mais je savais qu'elle ne tenait pas grand compte des usages établis et qu'elle dédaignait les manifestations inutiles de sentimentalité. Oui, en plein jour, elle faisait moins d'effet. D'abord, elle semblait moins jeune, ses traits étaient un peu tirés, son teint sans éclat. Et pour la première fois, je remarquai que ses pommettes étaient trop saillantes. Même ses yeux, pourtant bien beaux, avaient perdu quelque chose de cette profondeur qui semblait, hier au soir, sans limite. Mais en m'accueillant, elle sourit, et ce sourire avait un charme infini. Toute sa figure en était soudainement illuminée. « Je vous cherchais, » dit-elle. « Voulez-vous causer un peu avec moi ? La réception durera bien encore 1 heure. Chaque paysan et chaque paysanne voudra raconter tout ce qui lui est arrivé depuis l'invasion, sans faire grâce d'un détail. Et vous avez fui pour échapper à cette corvée ? Oui, je suis un peu fatigué de réentendre toujours raconter les mêmes aventures.
Mais je croyais que personne ici n'avait eu d'aventure. C'était justement là ce qui nous remplissait d'étonnement. » Elle haussa les épaules. « En tout cas, cela rend leur récit terriblement monotone. Pensez donc, nous n'avons pas eu un seul martyr, pas un seul héros à montrer. » En parlant, elle s'était éloignée de la maison, m'entraînant vers un chemin bordé de marronniers qui menait au parc. Bien entendu, il faut que Jean subisse tous ces racontards. Pauvre garçon, mais moi, c'est inutile. Je ne savais trop que répondre et marchais près d'elle sans rien dire. Elle parla enfin. « Si vous l'aviez emmené ce matin, il aurait échappé à toutes ces histoires. » Après un nouveau silence, elle ajouta lentement. « Au fond, cela eût mieux valu. »« Comment ? Il eût mieux valu l'emmener ? » ?»« Oui, je crois. » Elle s'arrêta et dit brusquement en me regardant dans les yeux. « Emmenez-le, je vous en prie. »« L'emmener ? Maintenant ? » ?»« Oui, maintenant, le plus tôt possible. En vérité, il est faible encore. Il est nerveux et abattu. Et vous aussi, pensai-je. Cette situation est au-dessus de ce qu'il peut supporter. Vous ne pouvez pas vous figurer. » À mon tour, je la regardais bien en face, en lui répondant avec un léger sourire. « Mais si, je puis très bien me figurer. » Sa pâleur se colora un instant, mais elle rit et répondit simplement. « Oh, je ne fais pas allusion à l'émotion de me revoir, moi. Mais ses parents, sa grand-mère, le curé, tous ces souvenirs du pays. » Au bout d'un instant, je répondis. « En somme, c'est vous à peu près la seule personne qu'il n'ait pas vue, ou presque pas. » Elle parut sur le point de me répondre, mais elle se tut. Pendant un long moment, nos yeux seuls se parlèrent. Je me sentis enveloppé d'une atmosphère d'intimité, presque de complicité. Que cherchait-elle à me faire comprendre par ce silence plein d'expression ? Je continuai. « Si je l'emmenais maintenant, il partirait presque sans vous avoir vu. » Elle était debout, sous les grands arbres dénudés, les yeux toujours rivés sur moi. « Alors, emmenez-le donc tout de suite, » dit-elle. Tout d'un coup, son visage se décomposa avec une expression de terreur mortelle. Puis, elle reprit bien vite son calme ordinaire. Elle avait les yeux tournés du côté de la cour du château. En regardant dans cette direction, je vis le cortège des paysans qui en sortait. Mademoiselle Malot insista. « Je vous en conjure, emmenez-le, emmenez-le. » Au même instant, Jean de Réchamp se détacha du groupe des paysans et vint vers nous aussi vite que sa boiterie pouvait le lui permettre. Je ne savais que faire. J'avais senti tout ce qu'il y avait à la fois d'appréhension et d'insistance dans la demande de mademoiselle Malot. Cependant, après avoir assisté la veille au soir à sa rencontre avec Réchamp, il était impossible de ne pas croire à son sentiment pour lui. Si elle désirait l'éloigner, ce n'était certainement pas parce que sa présence ne lui était pas douce. Encore maintenant, à mesure qu'il s'approchait, sa figure se voilait d'une émotion visible. Mais elle se détourna brusquement et se remit à marcher. Je la suivis en disant « Ne pouvez-vous, au moins, me laisser entrevoir quelles sont vos raisons ? » ?»« Mes raisons, je vous les ai données. » Sans doute, je ne paraissais pas convaincu, car elle ajouta plus bas « Je préfère qu'il ignore encore toutes ces horreurs. » « Quelles horreurs ? Je croyais qu'il n'y en avait pas eu par ici. »« Si, tout autour de nous. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Nos amis, nos voisins, tout le monde. » Il finira bien par entendre raconter tout cela. Et puis, du moment que vous êtes tous sains et saufs, qu'il est heureux près de vous,
Mais tenez, le voici. Est-ce que nous n'avons pas l'air de l'éviter ?» Elle revint sur ses pas. Je remarquai qu'elle était plus pâle encore. Réchamp nous rejoignit. Lui aussi, il était pâle. Il commença à parler sans me laisser le temps de m'éclipser, mais je vis bien que ma présence passait inaperçue. « Comment s'appelait l'officier qui commandait les Allemands logés ici ?» dit-il, sans quitter des yeux mademoiselle Malo. Elle parut étonnée et répondit « Pouvez-vous ignorer son nom, après avoir subi pendant 3 heures les récits de tous les habitants de Réchamp ? Chacun l'appelle d'un nom différent. Ma grand-mère dit qu'il avait un nom français, elle l'appelle Chabrac. Votre grand-mère n'a jamais appris l'allemand. Cet officier s'appelait le Oberst von Scharlach. Elle avait oublié ma présence, elle aussi. Ils étaient là, tous les deux, en face l'un de l'autre, immobiles, les yeux dans les yeux. Réchamp était livide comme la mort, ses traits contractés par l'effort qu'il faisait pour rester maître de lui-même. Enfin, il dit très bas, « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que c'était Scharlach qui était ici ?» J'étais justement en train d'expliquer à M. Greer. « À M. Greer ?» Et il me regarda avec une expression de colère. « Je sais toutes les histoires qui circulent, » continua-t-elle avec calme. « Et je disais à votre ami que, puisque nous avions eu le bonheur d'être épargnés, il me semblait inutile d'insister sur ce qui a pu se passer ailleurs. »« Au diable, ce qui a pu se passer ailleurs ! Je ne sais même pas encore ce qui s'est passé ici. » Je posai ma main sur son bras. Je sentais le regard de mademoiselle Malo, qui cherchait le mien avec insistance, mais je ne voulais pas lui laisser voir que je m'en apercevais. Je dis à Réchamp, « Je vais vous laisser tous les deux maintenant, et mademoiselle Malo va vous conter l'histoire tout au long. » Alors elle éclata. « Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas d'histoire à raconter !» Elle étendit la main vers la façade sereine du château, dominant ses jardins et ses champs intacts. « Nous sommes sains et saufs. Réchamp a été respecté. Pourquoi s'appesantir sur les horreurs qui ont atteint les autres, sur des horreurs auxquelles, hélas, nous ne pouvons rien ?» Mais Réchamp tint ferme. Le nom seul de cet homme signifie massacre et abomination. Il n'a laissé partout sur son passage que ruine et désespoir. C'est ce qu'on dit. Ne peut-on pas se tromper? Les légendes naissent vite en ces jours d'angoisse. Ici, et elle sembla invoquer le témoignage du paysage paisible qui l'entourait, ici, vous voyez comment il s'est conduit. Au nom du ciel, mon ami, contentez-vous de cela. Me contenter, dit-il, en passant sa main sur son front. Je suis ivre de joie, ou du moins je le serais, si seulement... Elle me jeta un regard suppliant, presque un regard de désespoir. Je pris le bras de Réchamp et lui dis d'un ton conciliant, « Mon cher Jean, vous semblez oublier que mademoiselle Malo vient de passer par de terribles épreuves. La joie fait peur. C'est votre cas à tous les deux. » Il baissa la tête. « Oui, oui, c'est cela sans doute. » Il reprit la main de sa fiancée et la baisa. « Je vous demande pardon. Greer a raison. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Oui, je vais vous laisser un instant. Vous et M. Greer, si vous le voulez bien. » Elle nous enveloppa tous les deux dans un regard très calme et plein de dignité. Puis elle se dirigea lentement vers le château. Réchamp, immobile, la suivit un instant des yeux. Puis il se laissa tomber sur un banc au bord du chemin. Il prit son visage dans ses mains et je l'entendis qui répétait « Scharlach, Scharlach !» Longtemps, nous restâmes tous deux assis, là, à côté l'un de l'autre, sans nous dire un mot. C'est moi qui rompis le silence. « Voyez-vous, Réchamp, elle a raison et vous avez tort.
je regretterai toujours de vous avoir emmené ici si vous ne reconnaissez pas votre erreur avant qu'il ne soit trop tard. » Sa figure était encore cachée. Mais après un autre silence, il laissa tomber ses mains et me répondit. « Oui, j'ai eu tort. C'est à elle que je dois le salut de tout ce qui m'est cher, ma famille, ma maison. Ce sol même qu'elle m'a gardé, je l'adore à cause d'elle, et je voudrais y baiser la trace de ses pas. Et votre famille aussi adore mademoiselle Malot. Et c'est la guerre qui a fait pour vous ce miracle. »